Et la question média du jour. Oui, depuis son rachat par Elon Musk, de très nombreux changements sont opérés sur le réseau social Twitter, rebaptisé X, au point qu'on a parfois un petit peu de mal à comprendre où se dirige ce réseau social, le réseau préféré des journalistes et de quelques 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors, est-ce qu'il est en train de se saborder ou est-ce au contraire une renaissance? Et pour y répondre, nous sommes avec Thomas Forêt. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes président et fondateur de Waller, un réseau social français qui assure ne pas utiliser les données personnel de ses utilisateurs. Et puis Nicolas Van Bremersch, bonjour. Bonjour. Auteur et spécialiste des questions numériques et de la transformation de la société. Anne-Claire Coudray est gentiment restée avec nous aussi. Vous nous disiez que vous utilisez Twitter. Je ne tweete pas, mais je regarde évidemment tous les matins pour voir ce qui est monté. Ça nous remplira pas le journal, évidemment, mais ça nous permet de sentir un petit peu ce qui commence à monter en termes de débat. Voilà. Est-ce que vous avez été surprise par ce changement de nom de Twitter qui est devenu X? On l'a subi, mais ça change, pour moi, utilisatrice, ça ne change pas grand-chose. Alors déjà, là-dessus, pourquoi ce changement de nom qui est quand même assez étonnant? Est-ce qu'on en verra toujours des tweets, par exemple? Est-ce que les tweetos existent toujours, Thomas Forêt? Bon, d'abord, c'est pas du tout la seule plateforme qui a changé de nom. Rappelez-vous, il y a quelques temps, Facebook s'est renommé l'entreprise Meta, et même si on remonte un peu plus loin, Netflix avant ça s'appelait Kibble. Instagram, ça s'appelait Bourbon. Voilà, donc je pense que le renommage, c'est... Non, et puis, ce qu'il faut voir surtout, c'est que le nouveau propriétaire de X n'est plus l'ancien propriétaire de Twitter. Et évidemment, ce renommage veut tout dire de ce qu'il veut faire de cette application. On peut lire dans le New York Times que lorsque des marques deviennent des verbes, comme tweeter, c'est le Saint Graal. Et c'est vrai que là, ça efface, on a l'impression, des années d'efforts pour essayer de construire une marque quand même. Moi, j'ai pas pris de cours de marketing, mais enfin, ça me paraît assez aberrant. Qu'est-ce que vous en pensez, mon Nicolas? métier, c'est de fabriquer des marques, c'est mon métier quotidien, etc. Ouais. Et effectivement, quelqu'un qui achète 43 milliards, 200 millions d'utilisateurs qui viennent pour une marque, je lui déconseillerais assez fortement de faire ça, surtout comme ça. C'est-à-dire n'importe comment, en un week-end, et sur la marque qu'il a décidé, qui est déjà déposé par 50 000 personnes et qui n'est pas utilisable. On est vraiment sur une plateforme qui doit... Bah oui, on doit dire je YouTube, j'Instagram. Ce sont des verbes, ce sont des plateformes d'action, ce sont des plateformes sur lesquelles on fait quelque chose. Je X, et je X, je deviens un Xer, non, ça marche pas. Et donc c'est vraiment pas une très bonne marque. Donc moi je lui aurais assez fermement déconseillé de faire ça. Mais en fait c'est quelqu'un qui vient beaucoup avec ses intuitions et son envie. Il a sa vision d'une plateforme qui s'appelle X depuis très longtemps. SpaceX, voilà, c'est son identité à lui. Il est un peu démurge. Toute la plateforme, l'application X, il l'a en tête depuis longtemps. Il veut faire une sorte de WeChat, c'est-à-dire un truc qui fait tout. Pour tout, le commerce, la messagerie interpersonnelle, toute l'information pour tout le monde. Et il s'est dit, avec quoi je peux démarrer pour essayer de faire ça? Il a acheté très très cher quelque chose qui n'est pas tellement fait pour faire ça, donc ça va être compliqué quand même. Et c'est vrai qu'il a même justifié son choix en disant que X permettait d'incarner les imperfections en nous tous, qui nous rendent uniques. Il faut dire que même son fils s'appelle X, X-A-E-A. X2, enfin un truc comme ça. Donc, des années de psychothérapie en perspective. Il y a vraiment quelque chose avec le X. Mais bon, le nom, c'est la vitrine, mais c'est loin d'être le seul changement. Et ce qu'il y a dans l'arrière-boutique de Twitter est sûrement un petit peu plus inquiétant. On en parle dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, Anne-Claire Coudray. La question média du jour, où va Twitter, ou plutôt où va X, comme on devrait le dire maintenant? Et nous sommes avec Thomas Forêt et Nicolas Van Bremersch pour essayer de répondre à ces questions. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, c'était en octobre 2022, l'activité pub de la plateforme s'est effondrée d'environ 50%. Du coup, le milliardaire a fait évoluer le modèle vers une base d'abonnés payants. Est-ce que ça marche, Thomas Forêt, ça? D'abord, c'est vrai qu'il faut noter que Elon Musk a repris Twitter et la première chose qu'il souhaite faire, c'est rendre cette entreprise rentable. Elle l'était pas. Elle l'était absolument pas. Et ce qu'il a fait, on l'a tous vu, il s'est séparé de 80% de l'effectif. C'est la première chose. Ouais. Donc réduire les coûts, ça paraît assez logique quand on dirige une entreprise. Et maintenant, il essaye de trouver de nouveaux modèles économiques, pas seulement basés sur la publicité, y compris sur il essaye d'attirer beaucoup de créateurs de contenu qui veut rémunérer davantage. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Elon Musk, en fait, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas comme nous et qui, et ça a été théorisé, je crois, emploie la stratégie du chaos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prêt à essayer des choses et à les abandonner dans la foulée. C'est quelqu'un qui est à la fois très impulsif,
qui est dans une transparence quasiment absolue, puisqu'il dit le jour pendant l'achat même de Twitter, il disait ce qu'il pensait sur Twitter. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment d'avis étonnant. Très vite, c'est ce que vous dites aussi. Il est capable de reconnaître ses erreurs, de dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait quand même lancé un vote pour savoir s'il fallait qu'il soit encore le PDG de Twitter. Évidemment, tout le monde avait dit non. Il est resté le PDG de Twitter. Et alors donc, il pousse les utilisateurs à s'abonner. Je ne sais pas si vous êtes abonné encore, Anne-Claire Coudray, si vous avez payé ou pas. Hors de question que je paye pour ça, évidemment. Parce qu'en échange, les tweets remontent dans l'algorithme. C'est ça qui pousse les gens aussi à s'abonner. Donc les tweets seront vus donc par plus de monde. D'où le fait que même un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a été obligé de s'abonner pour avoir la petite tique bleue. Ça peut être une source de revenus quand même importante pour Elon Musk. Oui, bien sûr. Twitter ne proposait pas de solution de monétisation et de solution économique aux gens qui en bénéficiaient le plus. Et du coup, les seuls qui y avaient intérêt à y aller, c'était les journalistes et les politiques, mais c'est pas des gens qui payent, c'est pas un modèle économique. Donc il est en train d'essayer de faire un peu du YouTube, une stratégie à la YouTube, qui propose à des créateurs une manière de gagner leur vie. Je suis un bon créateur aujourd'hui, je peux gagner ma vie grâce à YouTube. Donc il propose ça, et il essaye de mélanger ça avec en plus du WhatsApp dedans, c'est-à-dire de la messagerie interpersonnelle pour attirer beaucoup de monde. Parce qu'il va bientôt sortir une messagerie là, dans quelques semaines. C'est un virage sur l'aile et une torsion énorme à laquelle on assiste, qui est pilotée un peu n'importe comment. Et pour l'instant, le problème, c'est que ça attire surtout des créateurs qui étaient déjà présents sur la plateforme et qui viennent pour ce que la plateforme permet, de la polarisation et du renforcement algorithmique des extrêmes. Et donc, les principaux créateurs aujourd'hui qui gagnent de l'argent sur X, c'est un peu du porno, qui est complètement invisibilisé, mais qui est très 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 présent sur la plateforme, et beaucoup d'extrêmes politiques. Et ça pose quand même un sujet. C'est pas tellement le créateur de YouTube normal, sympa, qui fait des trucs un peu rigolos et chouettes. Donc X, on est d'accord, Twitter, c'est accessible aux mineurs, donc ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'il y a du porno accessible pour les mineurs sur Twitter. Mais qui est un peu caché quand même. Alors il y a il est un peu caché par les algorithmes, en effet, mais faites un peu de recherche, vous allez assez rapidement tomber sur du porno sur Twitter. Moi, j'ai plutôt des vidéos de petits chats, je sais pas vous, mais je suis inondée. Il y a vraiment vos recherches, en fait. C'est un peu comme Tumblr à l'époque, un peu comme Tumblr à l'époque. Et d'ailleurs, c'est un signe de sénescence en général d'un réseau social. Il y a beaucoup de liberté dans les conditions générales d'utilisation. Il a ouvert les vannes, là, en plus. Il n'a pas tellement ouvert les vannes sur le porno. Sur beaucoup d'autres choses, il a débloqué énormément de comptes, 12 000 comptes qui avaient été arrêtés, suspendus pour des propos antisémites, racistes, misogynes. Tout ça, il a ouvert les vannes, là, il n'y a plus de problème. Et puis surtout, il a enlevé des équipes de modération à un moment d'ailleurs où il y a une régulation européenne depuis quelques semaines, quelques jours, qui est en vigueur maintenant, qui lui impose des moyens de modération compte tenu du nombre d'utilisateurs qu'il y a en Europe sur sa plateforme. Et même supprimer la fonction de blocage des gens, c'est un des objectifs qu'il a aussi, telle qu'elle existe actuellement, cette fonction qui permettait d'éviter de se faire harceler sur Twitter. Bref, on se dit que tout ça, ça ne va pas faire de Twitter un endroit beaucoup plus sympathique, Thomas Forêt. Je ne suis pas certain, mais au-delà d'en faire un endroit sympathique ou non, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elon Musk, c'est un absolu de la liberté d'expression. Et on ne peut rien comprendre aux innovations ou aux nouveautés qui sont fournies si on ne comprend pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport à la question de la liberté et de la vérité. C'est un débat qui est absolument actuel. Si on prend un tout petit peu de recul, on peut aussi considérer et observer les choses sous un angle politique ou même sous un angle philosophique. La plupart de ces plateformes de médias sociaux et de réseaux sociaux ont été conçues et portées par des gens qui ont un vrai avis philosophique, qui sont de vrais progressistes, qui sont des gens qui sont des modernistes, je ne sais pas comment le dire. Et il est vrai qu'Elon Musk soutient davantage un point de vue conservateur et on assiste probablement à une guerre, en tout cas une soft guerre très importante sur le rapport à la vérité et sur effectivement les confrontations des avis, une modération dans un sens, à savoir bannir des propos qu'on ne veut pas entendre, qui seraient peut-être pas dangereux. C'est une chose, c'est quasiment l'équivalent dans l'autre sens, c'est-à-dire que, en tout cas, ce qu'il a promis, c'est qu'il allait toujours respecter les lois imposées, en particulier par l'Union européenne. Je ne suis pas un défenseur d'Elon Musk ici, pas du tout. Vous le défendez bien, pourtant. Mais c'est simplement pour contrebalancer. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas se méfier de tout, il faut essayer de comprendre.
il a quand même été le premier à ouvrir une partie des algorithmes qui sont aujourd'hui consultables, analysés sur Internet, en public. Alors on peut évidemment critiquer beaucoup de choses, mais encore une fois, il n'a pas le même logiciel que les autres fondateurs et créateurs de réseaux sociaux. Et une de ses chances peut-être, c'est qu'il n'a pas non plus aujourd'hui de concurrents vraiment directs, même s'il y a beaucoup de réseaux sociaux qui se sont lancés sur ce créneau-là, comme je pense à Mastodon, à Blue Sky, ou le nouveau venu créé par Meta qui s'appelle Threads. Mais tout ça, ça n'a pas l'air de vraiment prendre. Donc Twitter est assez seul encore sur ce créneau-là. Il fait tout aussi pour assassiner cette concurrence. C'est-à-dire que si vous mentionnez des mots des réseaux concurrents sur X, alors votre message ne sera pas vu par grand monde. La liberté d'expression a quand même ses limites. Elle a ses limites et c'est clairement exposé dans les algorithmes qu'il a publiés. Très bien. Threads, ça a gagné en quelques jours ou quelques semaines autant d'utilisateurs que Twitter. C'est un nain, Twitter. C'est 200 millions d'utilisateurs. Meta, c'est plusieurs milliards. Voilà. Sauf qu'il y a une petite fonction qui est très utile pour tout l'écosystème médiatique et politique chez Twitter, mais qui, encore une fois, n'est payée par personne et qui, si ça tient plus sa promesse, si c'est plus intéressant pour ma voisine d'aller sur Twitter pour faire de la veille, ou pour un politique pour s'exprimer, parce que dès qu'il dit quelque chose, il s'en prend plein la gueule, ce qui est en train d'arriver, parce que l'algorithme ne fait que de la polarisation aujourd'hui, et en gros, ça va s'arrêter. Et donc, ce qui existait avant Musk. Ce qui existait avant, parce que c'est un endroit centrifuge ou centripète qui rassemble, qui confronte. C'est une des fonctions essentielles de Twitter, mais c'est une fonction qui pousse à l'extrême aujourd'hui et qui polarise à l'extrême. Et ça, c'est un vrai sujet parce que si ça devient que ça, en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Et il faut que les utilisateurs aient un bénéfice à aller sur la plateforme. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre ce matin. Thomas Forêt, je rappelle que vous êtes président et fondateur, vous aussi, d'un réseau social qui s'appelle Waller, réseau social français pour les entreprises. Et puis Nicolas Van Bremersch, auteur et spécialiste des questions numériques et de la transformation de la société. Merci beaucoup à tous les deux. Je remercie également Anne-Claire Coudray d'être venue nous voir ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis on vous souhaite bonne chance pour cette Coupe du Monde. Surtout 15 de France qu'on souhaite bonne chance. Allez, les Bleus. Il faut qu'ils tiennent jusqu'au bout. Ça démarre à 19h vendredi, c'est ça ? 19h en direct du Stade de France avec Isabelle Iturburu. Merci beaucoup et à bientôt.